Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, vous êtes avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment va ce matin? Ça va très bien. Toi, tu suis la CAN. C'est quoi ton équipe favorite pour la CAN? Non, je n'en ai aucune, sincèrement. Je n'en ai Les aucune. Gabonais, vous avez le petit cœur quand votre équipe ne part pas en Coupe d'Afrique. Non. Moi en particulier, non. Mais si. Moi, je suis un supporter des Panthères. Donc, quand les Panthères ne sont pas qualifiés pour une phase finale, Alors, donc c'est ce que j'ai dit. je regarde ça comme un observateur tout à fait lambda, quoi. Un observateur neutre. Voilà, je préfère ne pas mettre, comme on dit souvent au quartier, mettre les organes pour une sélection nationale qui n'est pas la mienne. Mais on est souvent surpris par la qualité de jeu, par la prestation de certaines équipes, en bien comme en mal. En bien, pour moi, il y a deux équipes, pas que je découvre, mais disons qu'ils nous rappellent au bon souvenir de l'année 2012, c'est-à-dire la Guinée équatoriale, le Cap-Vert, qui avait eu à peu près ce même parcours. En 2012. En 2012, oui. Dans la phase de poule, vraiment, c'est bon. Moi, je découvre le Cap-Vert en tant que vraiment pays de football en 2012. Et là, ils nous font à peu près la même prestation qu'à cette époque-là. Et puis maintenant, il y a des pays qui, malheureusement, on les attendait. Et puis, bon, ils font pchtit, comme on dit au quartier, quoi. C'est-à-dire que, voilà, ils sont loin des attentes. C'est des pays qui sont traditionnellement considérés comme des grandes nations de football. Le Cameroun, le Ghana, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, voilà. Ces pays-là ont vraiment du mal. Et ça, c'est assez surprenant, quoi. Parce que ce sont des habitués de cette compétition, parce que dans leur histoire, elles ont un énorme palmarès, elles ont des grands joueurs qui ont su marquer l'histoire du football continental. Et donc, les voir à un tel niveau, lors d'une telle compétition, avec un niveau aussi faible, vraiment, c'est assez inquiétant. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. L'actualité internationale nous emmène où? On va s'intéresser à la nouvelle tournée d'Anthony Blinken sur le continent africain. Il faut savoir que le secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, a entamé depuis hier une nouvelle tournée sur le continent africain. Il était d'abord au Cap-Vert. Au Cap-Vert, là-bas, il a juste mis quelques heures, juste le temps de discuter avec les autorités capverdiennes des questions liées à la démocratie et aux investissements que les Américains ont dans cette zone. Il faut savoir que le Cap-Vert, c'est une petite île qui est au large du Sénégal. C'est un pays lusophone qui était d'abord associé, si tu veux, à la Guinée-Bissau, mais après, bon, ils vont se scinder en deux États distincts. Et là-bas, à la capitale Praia, Anthony Blinken a discuté avec les autorités de démocratie, parce que vraiment le Cap-Vert aussi en la matière, selon les Occidentaux, est considéré comme un véritable petit îlot démocratique. Et surtout que les Américains ont des investissements importants. 150 millions de dollars avaient été octroyés par les États-Unis l'année dernière aux autorités capverdiennes pour à la fois financer toute une série d'investissements, dont l'extension du port de Praia, et puis aussi d'autres projets d'infrastructure dans la ville. Donc, après ce passage éclair de quelques heures au Cap-Vert, il s'est rendu immédiatement en Côte d'Ivoire, et là, il a été reçu par le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Et là-bas aussi, ils vont discuter de deux questions. Ils vont d'abord parler d'économie, économie bilatérale entre les États-Unis et le Cap-Vert, et surtout la question de la sécurité dans le Sahel. Et ça, c'est très, très important. La Côte d'Ivoire étant l'acteur francophone le plus important de la région, la Côte d'Ivoire ayant de très très bonnes relations avec les États-Unis. Le président Alassane Dramane Ouattara, même dans sa carrière, travaillé durant plusieurs années au Fonds monétaire international lorsqu'il était directeur général adjoint de cette institution. Et donc avec lui, ils vont surtout parler de la situation au Sahel, notamment au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Surtout, également, il faut savoir qu'il y a, dans la situation actuelle, il y a eu un renforcement de capacité, un renforcement de la présence russe dans la région. Le Premier ministre nigérien il vient de terminer son séjour à Moscou, séjour au cours duquel il y a un certain nombre d'accords qui ont été signés, à la fois économiques et des défenses qui ont été signés avec la Russie. Et c'est une situation qui inquiète
énormément les Américains. Il faut savoir que la numéro 2 du département d'État en charge des affaires africaines avait, et même avant, Anthony Blinken était la semaine dernière à Niamey pour tenter de rencontrer les autorités nigériennes pour essayer de les convaincre de ne pas signer l'accord avec la Russie et de plutôt essayer de rester dans le giron américain en échange d'une aide à la fois sécuritaire et économique. Alors, pour le moment, ça n'a pas l'air de plaire aux autorités nigériennes, aux nouvelles autorités, la junte qui est au pouvoir depuis le 26 juillet. Et eux, ils estiment qu'en tant qu'État souverain, il faut multiplier les partenariats avec qui bon leur semble, et surtout que les partenariats en matière sécuritaire avec les États-Unis n'ont pas payé, puisque ça n'avait pas permis d'éradiquer en près de 10 ans de présence dans cette zone-là la menace djihadiste. Et donc, ils voient les résultats un peu affichés par les autorités maliennes et les autorités burkinabées qui ont renforcé d'abord leur arsenal militaire en obtenant du matériel qu'ils n'avaient pas pu obtenir de la part des Américains et des Français. Il faut savoir que dans l'offre maintenant américaine, il y a du matériel. Derrière, donc du fait que les Maliens et les Burkinabés aient pu obtenir ce matériel-là, eh ben, ça fait qu'aujourd'hui, ces pays-là affichent de très bons résultats sur le plan sécuritaire. Les forces armées maliennes ont obtenu d'importantes victoires, notamment dans la région du nord du Mali. Donc tout ça fait que, et aussi avec le départ de la France du Mali, puis du Burkina Faso et du Niger, fait que les seuls qui restent là dans cette zone-là, ce sont les Américains. Les Américains se voient aussi menacés. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier que cette visite d'Anthony Blinken s'est faite après la visite de Wang Yi. Wang Yi, qui est le chef du département des affaires étrangères au politburo du Parti communiste chinois, c'est-à-dire l'organe qui est au-dessus du ministère chinois des affaires étrangères. Donc, c'est le plus haut diplomate chinois. Donc, son déplacement chaque déplacement de Wang Yi sur le continent africain est perçu par les Occidentaux comme une forme de menace. En plus de cela, il y a aussi la Russie qui ne cesse de renforcer ses positions, qui ne cesse de renforcer ses relations, je l'ai dit, notamment avec le Niger. Et donc tout ça fait que les Américains constatent que la France et le Royaume-Uni, qui étaient des puissances historiques, parce qu'en tant qu'anciennes puissances colonisatrices, n'ont plus véritablement la main dans la région. Et donc ils sont obligés un peu de tenter de reprendre pied en venant avec de nouvelles propositions, notamment en matière. Eux, ils viennent avec ce qu'ils ont, l'argent et les armes. Donc pour le moment, ces propositions ne plaisent plus, ne font pas leur effet sur un certain nombre de pays, dont notamment le Niger, parce qu'ils considèrent que cette diplomatie-là ne cadre plus avec leurs ambitions et avec les réalités la réalité du moment. Et donc, cette nouvelle tournée de Anthony Blinken qui se poursuit en Côte d'Ivoire jusqu'aujourd'hui. Ce soir, il ira ensuite au Nigeria. Au Nigeria, il va rencontrer Bola Tinubu, bien entendu. Et avec Bola Tinubu, ils vont également parler d'économie parce que là-bas aussi, il y a une très très forte compétition avec la Chine qui continue d'investir massivement en Côte d'Ivoire. Et après le Nigeria, Anthony Blinken va clôturer son passage sur le continent africain par l'Angola. Là-bas aussi, il va discuter notamment avec le président angolais, João Lourenço, de projets de développement et d'intégration régionale, et notamment l'investissement que les États-Unis ont fait dans le cadre notamment du développement du corridor de Lobito, c'est-à-dire c'est un grand projet d'infrastructure qui doit notamment permettre à l'Angola, via la République démocratique du Congo et la Zambie, d'exporter un certain nombre de minéraux. Pourquoi les grands dirigeants américains ne viennent jamais au Gabon depuis l'histoire de la collaboration entre le Gabon et les États-Unis? Non, parce que historiquement, si tu veux, après la Seconde Guerre mondiale... C'est-à-dire ni de la classe d'Anthony Blinken, c'est-à-dire un secrétaire d'État ou un président. Bon, il y a eu quelques petits
Oui, sous-secrétaire d'État. Qui sont venus. Tout dépend de l'importance que la diplomatie américaine accorde à cet État-là. On peut dire la diplomatie américaine n'accorde pas la même importance à tous les États. Lorsque vous regardez la diplomatie américaine, vous avez des pays qui sont tout au haut de l'affiche, donc les membres permanents du Conseil de sécurité. Vous avez un certain nombre de pays européens, l'Allemagne, la Belgique, les pays en fait occidentaux. Ensuite, après là, vous avez aussi des pays asiatiques qui sont très importants si tu veux, dans la diplomatie américaine, la Corée du Sud, la Chine, le Japon. Donc, ce sont des zones d'influence dans lesquelles, évidemment, les Américains sont très présents. Donc, comme je disais, après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont toujours laissé le continent africain à l'Angleterre et à la France parce que ce sont des puissances colonisatrices. Et en tant qu'alliés, ils leur laissaient faire en fait à leur place le boulot qu'ils voulaient en termes d'influence, en termes de présence dans ces zones-là. C'est la raison pour laquelle, en dehors de l'Angleterre, la France avait de nombreuses bases militaires sur le continent africain, à l'image de ce que les Américains ont aussi un peu partout à travers le monde, principalement en Asie et dans le Pacifique. Et donc le Gabon étant un pays francophone, ça c'est d'une part. Et puis la deuxième chose, c'est que pour les Américains, le Gabon, je pense depuis le départ d'Omar Bongo, depuis le décès d'Omar Bongo, le Gabon n'a plus véritablement une place importante sur le plan diplomatique, prépondérante même, dans la région. Quand je dis là, la région de l'Afrique centrale, c'est-à-dire on prend le Gabon, on va jusqu'en Angola, on remonte dans les grands lacs, le lac Victoria, le lac Tanganyika, et puis on descend et on va un peu vers l'Afrique du Nord, enfin vers l'Afrique de l'Ouest. Donc toute cette région-là, le Gabon, Omar Bongo avait su développer véritablement une vraie diplomatie avec les États-Unis. Et donc, même si cette diplomatie-là, à la fin des années 90, enfin, au début des années 90, avait pris un coup, parce que les Américains, à un moment, ils avaient décidé de changer, si tu veux, la carte politique du continent. Un certain nombre de dirigeants, ils voulaient les dégommer. C'est ce qu'ils ont fait avec Mobutu. Ils ne l'ont pas fait avec Omar Bongo parce que la France était interposée. Omar Bongo ayant des très très bons liens avec les dirigeants français. Et donc, si tu veux, les Américains ont un peu délaissé ça. Et puis, il faut savoir qu'après la chute du mur de Berlin, les Américains ont commencé à se dire qu'ils n'ont plus besoin d'être présents dans le monde entier. Il faudrait plutôt qu'ils se replient dans certaines zones qu'ils estiment des zones stratégiques pour eux. Donc, c'est surtout l'Asie, le Pacifique, un peu l'Europe de l'Est, parce qu'il y a la menace russe et tout ça là. Donc l'Afrique vraiment n'a jamais occupé une place très très importante dans la diplomatie. Mais la diplomatie américaine, c'est beaucoup centré sur l'Afrique australe, le Kenya et tout le reste, tous les pays à côté. Toujours dans deux secteurs. Le premier secteur, c'est l'énergie, d'accord. Le deuxième secteur, c'est l'éducation, la santé, donc avec des programmes de développement. Ça n'a pas vraiment changé. Maintenant, avec le Kenya, il faut aussi quand même contextualiser que le Kenya, quand vous regardez la carte, le Kenya, vous avez cette partie au large du Kenya, vous avez la Somalie, il y a le golfe d'Aden avec la mer Rouge. Donc, c'est une zone très, très importante pour les Américains parce que là, il y a un corridor commercial qui est important pour les Américains. Donc, un certain nombre de pays, comme pas seulement le Kenya, la Tanzanie, les pays d'Europe de l'Est là, d'Afrique de l'Est, sont très importants parce que au large de leur côte, évidemment, on passe par là pour aller au golfe d'Aden, mer Rouge, on remonte vers l'Égypte là-bas avec le canal de Suez et puis on arrive en Méditerranée. Donc, bref, c'est vraiment c'est des zones qui sont stratégiques pour les Américains. Et en fonction de cette importance-là, parce que les Américains, ils suivent les routes économiques. Donc, ils vont privilégier, ils vont aussi mettre un peu plus d'accent sur ces pays-là. Mais le Gabon est dans le bassin du Congo, c'est une ancienne colonie française. À l'intérieur, la France même si son influence est quand même quelque peu diminuée, mais si tu veux, les Américains avaient jusqu'il y a quelques années laissé le Gabon dans l'escarcelle de la France et donc pour eux, pour ne pas gêner la France, ils n'avaient pas besoin d'amener un chef d'État ou un président. Maintenant aussi, il faut savoir que il y a aussi une très grande méconnaissance de la part des hommes politiques américains du continent africain. Une très grande méconnaissance. Pour la plupart, ils viennent en Afrique, pour la première fois, ils sont déjà présidents. Mais quand tu regardes leur parcours, ils ont déjà été en Europe, ils ont déjà été en Asie, bien avant d'être présidents. Donc,
ils arrivent en fonction et c'est à ce moment-là qu'ils découvrent le continent américain. Mais il y en a qui ne veulent même pas découvrir le continent américain. Africain. Le continent africain. Vous prenez Donald Trump. Donald Trump a été le seul président, je peux dire au cours des 20 ou 30 dernières années, qui au cours de tout son mandat n'a pas mis les pieds sur le continent africain. Il n'est pas venu en Afrique une seule fois. La preuve, il a même traité le continent africain de continent de merde. Donc c'est vraiment... Mais diplomatiquement, c'était désastreux, mais il n'a fait que dire tout haut ce que les hommes politiques américains pensaient du continent africain tout bas. L'Afrique, pour eux, c'est juste les matières premières, le pétrole, le manganèse, le fer, etc. Le reste, ça ne les intéresse, c'est vraiment pas leur tasse de thé. Maintenant, là, ils ont vu que cette stratégie-là n'a pas payé, au contraire. Ça diminue leur influence. Pourquoi ? Parce que la Chine et la Russie, ils ont pris la place que l'Angleterre et la France aussi. Après la chute du mur de Berlin, ils se sont tournés vers l'Europe de l'Est. Et donc, ça a laissé un grand vide que la Chine et la Russie et bien d'autres pays aussi sont en train de tenter d'occuper. Et donc, quand on voit tout ça, les Américains se rendent compte qu'ils se sont trompés dans leur stratégie. Et donc, ils essayent maintenant de revenir sur le continent africain. Mais ça, évidemment, ce n'est pas facile parce qu'entre-temps, les classes dirigeantes aussi africaines ont changé. Les dirigeants africains qu'on avait il y a 40 ans, 30 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Ils sont mieux informés, ils sont mieux formés et donc ils ont une autre vision pour leur pays. Et donc c'est ce qui fait que les discours en termes de développement, en termes de soutien, de financement et autres, ça ne suffit plus pour convaincre les chefs d'État et de gouvernement africains de toujours rester sous leur giron. Donc on ne peut pas s'attendre à un Anthony Blinken au Gabon. Au Gabon, non, je ne pense pas, parce que je ne vois pas l'intérêt. À moins que maintenant, je ne sais pas moi, si le Gabon, par exemple, décide d'abriter une base américaine, oui, là, on va monter en termes d'influence si tu veux, dans la carte diplomatique des États-Unis. Or, si on demande aux Gabonais si on faisait un sondage, on demandait aux Gabonais, est-ce que vous voulez que les Américains installent une base sur le continent ? Les Gabonais, 99%, ils vous diront non. Et donc, tant que pas de base américaine, il n'y a pas d'intérêt. Le Gabon, ce n'est pas un gros débouché pour les produits américains. Donc, vraiment, le Gabon ne représente pas un îlot d'instabilité, notamment sur nos côtes là. Il y a un très faible niveau de piratage maritime. On a eu des cas de piratage, d'action où on a eu des pirates maritimes, mais c'est très très infime. Et les Américains, il y a très très peu de navires marchands ou d'hydrocarbures américains qui passent par nos eaux maritimes. Donc tout ça fait que, en parlant du Gabon en particulier, ouais, tout à fait. Non, on ne représente pas un poids considérable ou intéressant pour les Américains au point de dépêcher un secrétaire d'État ou un président américain sur notre sol. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine qui revenait sur l'actualité internationale. Restez connectés, on se retrouve dans quelques minutes. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.